Chers étudiants, bonjour. Nous commençons un cours particulièrement important dans le temps qui court. Vous connaissez maintenant l'idéologie dominante, médiatique, journalistique, même présente dans certains cours à notre école, c'est que l'environnement, l'écosystème, la nature sont en danger. Arrêtons presque tout. Arrêtons la production technologique, arrêtons le progrès économique, avons-nous vraiment besoin de routes, pourquoi fabriquer tant de médicaments, etc. Est-ce que c'est la sobriété écologique? Peut-être. Énergétique? Peut-être. Et puis il y a une autre vision de l'écologie qui dit « nous avons fait du progrès, c'est ça notre civilisation, l'humanité a commencé par faire du progrès, a domestiqué la nature pour son bien-être, et tant mieux, parce que c'est comme ça que nous avons augmenté l'espérance de vie, c'est comme ça que nous avons arrêté les épidémies. Un citoyen, un individu ne sortait pas forcément vivant d'un rhume il y a 2 siècles. Certainement pas il y a 3 siècles. Et donc nous avons tout fait. Certes, ce progrès technique a eu des effets sur la nature qui commencent à être inquiétantes. Réfléchissons-y, trouvons une bonne conciliation entre le progrès humanitaire, le progrès du bien-être, continuons le projet des Lumières de la modernité, et maintenant sachant que nous avons un autre souci, c'est la protection de l'écosystème. Ces deux visions existent. La première vision est malheureusement, à mon sens, plus puissante aujourd'hui, mais la deuxième vision commence à émerger de plus en plus. Nous aimerions en débattre, nous aimerions en parler et surtout voir est-ce que la transformation qui nous assure le progrès et le développement du bien-être peut être verte et comment elle peut être verte. Je vous ai déjà expliqué les différents objectifs. Donc, toutefois, je vous laisse vous familiariser avec les objectifs de ce cours. À la fin de ce cours, vous pouvez me dire, monsieur, vous avez atteint ou pas atteint ces objectifs pour lesquels vous vous êtes engagé. Nous aimerions connaître ce qu'est l'économie ou la transformation verte. Nous aimerions connaître pourquoi c'est impératif de se faire des soucis pour la nature sans oublier que l'être humain aimerait toujours faire du progrès parce qu'il y a encore beaucoup d'objectifs à atteindre pour la maladie, pour l'espérance de vie, pour la pauvreté, et encore et encore. Donc, il faudrait voir les impacts de ces transformations vertes sur la société et sur l'économie et comprendre tout cela au niveau national et international. Comme d'habitude, il y a 3 chapitres dans les différents cours que nous avons abordés. Les trois premiers chapitres sont théoriques, jettent les bases conceptuelles du thème abordé, en l'occurrence la transformation verte, et les 2 derniers concernent est-ce que je suis prêt pour mener à bien le projet collectif et puis finalement le projet collectif. Allons voir la première partie, le premier chapitre, la crise
environnementale. Merci pour répondre aux questions, aux 7 questions de ce tableau. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a tout simplement un test pour que vous vous positionnez par rapport aux débats qui sont en cours. C'est pour vous connaître un petit peu mieux en ce qui concerne les impératifs écologiques et économiques. Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas encore de test, il n'y a pas de note à la fin. Répondez sincèrement à chaque question et notez bien si vous avez plutôt répondu oui en vert et puis en rouge pour non. Je vous laisse regarder. Moi, en même temps que vous, je relis de nouveau cela. Je suis maintenant, dès le début, à la question 5. Voilà. Regardez, vous avez noté ça. Alors, lors du verdict, si vous avez répondu surtout oui à la majorité des questions 1, 2, 3, 4 et non à la majorité des questions 5, 6, 7, majorité c'est 2 sur 3 et 3 sur 4, donc c'est que vous êtes pour les mesures écologiques, bien évidemment, vous êtes dans l'air du temps, mais vous n'êtes pas prêt à faire de sacrifices. C'est un petit peu contradictoire. Oui à l'écologie, mais pas à l'arrêt économique. Deuxièmement, si plutôt vous dites non à la majorité des questions 1, 2, 3, 4 et oui à la plupart des questions 5, 6, 7, c'est que vous n'aimez pas tellement des mesures écologiques et parfois vous dites oui, je sacrifie un petit peu du développement économique pour atténuer l'impact éventuellement négatif sur l'écologie, mais n'arrêtons pas le progrès. Eh bien, par contre, si vous êtes mix, cela indique que vous êtes nuancé. Je vais vous dire que moi, personnellement, je suis dans cette troisième catégorie, mais cela ne veut rien dire. C'est pas que c'est mieux, c'est pire, c'est tout simplement une attitude, un positionnement. Alors, nous avons vu ça, elle continue. C'est vrai qu'il y a un problème écologique. Les gens qui sont comme moi pour la continuité du progrès économique ne nient pas qu'il y a un problème écologique. Qu'est-ce que le problème écologique? Tout ce qu'on vous raconte revient surtout à cela. Comprenons bien. Tout le problème écologique aboutit à l'effet de serre provoqué par les activités économiques. Comment ça? Allons voir. Normalement, vous savez, l'énergie solaire qui nous donne vie, elle atteint la Terre, est absorbée à la surface. C'est pour ça que nous avons la vie. C'est le Soleil qui contribue à la vie. Ce Soleil, ce rayon solaire chauffe la Terre. Et lorsque la Terre est chauffée, elle émet un rayonnement infrarouge, des rayons infrarouges. Des rayons infrarouges, donc, remontent dans l'atmosphère. Cela étant dit, depuis quelque temps, on a constaté que les activités économiques émettent des gaz à effet de serre. Allez, simplifions. Les activités économiques émettent le CO2. CO2 monte, 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 et au bout d'un moment, à une certaine distance, à une certaine hauteur de la Terre, s'arrête.
et s'arrête et ça fait comme un plafond. Pour les rayons infrarouges qui veulent monter encore plus haut. Donc, les ondes infrarouges veulent monter encore plus haut, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que le CO2 a fait un plafond. Donc, ça fait un effet de serre, c'est-à-dire que les rayons infrarouges ne peuvent pas aller plus loin. Le résultat? Eh bien, le résultat, c'est que ça chauffe. Donc, vous voyez, ces rayons infrarouges chauffent la Terre et ce qui est autour de la Terre. Tout le problème est cela. Donc, il y a maintenant deux solutions. On dit, d'accord, vous avez dit les activités économiques créent ce plafond du CO2 servant de serre, alors arrêtons les activités économiques. Et il y a une autre vision qui dit, attendez, il y a peut-être une transformation verte. C'est-à-dire que nous continuons la transformation technologique, mais nous repensons les technologies, nous repensons les politiques pour trouver une solution à l'effet de serre que nous ne pouvons pas bien évidemment soutenir. Nous sommes contre, comme vous. C'est la solution qui est différente. Pour continuer ce que je vous ai montré, voilà comment les activités économiques créent cette serre autour de l'ambiance de la Terre. Vous savez, c'est toutes les activités économiques que vous avez, vous fabriquez ceci, vous fabriquez cela, et pour fabriquer ce que vous fabriquez, vous avez besoin de l'énergie, vous avez besoin par exemple de l'électricité, etc., etc. Donc, aussi bien ce que vous fabriquez, créé par le fait de ces activités, ça crée le CO2 qui fait l'effet de serre, que par l'énergie que vous utilisez comme input, comme l'entrée de vos activités, ça vous contribuez à la création du CO2 qui fait l'effet de serre. Donc maintenant vous comprenez très bien. Donc entrons un petit peu en détail. Ce qui fait l'effet de serre, c'est d'une part les activités économiques de fabrication d'une manière générale, les activités productives et surtout l'énergie nécessaire pour faire démarrer ces activités. Donc je pense que, j'espère que c'est maintenant très clair pour vous. Nous avons diagnostiqué le problème. Très bien. Nous avons compris que les activités économiques qui nous apportent du bonheur et du progrès et du bien-être polluent également l'environnement et contribuent à l'effet de serre. Eh bien, sur ce slide, vous verrez les gros secteurs carbonés au monde. Commençons par les services d'utilité publique. L'électricité, le chauffage chez vous, l'éducation, etc. Eh bien, voulez-vous avoir froid chez vous, pas d'eau courante, pas d'électricité chez vous, pour sauver l'écosystème? Deuxièmement, vous avez des matériaux chimiques, des matériaux de construction, des matériaux de packaging qui font également fonctionner l'économie. Vous avez l'énergie. Pour tout ce que vous produisez, vous avez besoin de l'énergie qui pollue également l'écosystème. Au troisième lieu, voulez-vous une société sans énergie? Vous voyez que l'industrie arrive en quatrième position. Vous voyez que les biens de consommation courante arrivent en cinquième position. Donc après, vous avez immobilier, services financiers, etc., qui sont petits, qui contribuent, mais qui sont petits. Donc, la grande question qui se pose ici, c'est est-ce que franchement, la solution est d'arrêter
ces secteurs de fonctionner avec tous les services et tous les bénéfices qu'ils nous rendent pour sauver l'écosystème. Très bien. Maintenant, nous allons étudier un petit peu plus le secteur alimentaire qui nous a donné beaucoup de bonheur parce que ce secteur, l'agrobusiness, a baissé énormément le coût et en baissant le coût de l'alimentaire, la pauvreté a reculé énormément. Sur ce slide, vous avez à votre gauche en rouge les impacts que la production agricole peut avoir sur l'environnement. En noir, à votre droite, vous avez les différents éléments du secteur agroalimentaire. Donc, regardez comment ça se passe. Presque un quart des gaz à effet de serre sont émis par la production alimentaire qui nous donne la bouffe, qui nous donne l'alimentaire, qui nous donne la nourriture. Aimez-vous baisser votre nourriture en diversité, en qualité, en prix pour un effet, pour un geste écologique. Regardez également l'utilisation des terres, parce que les écologistes critiquent ça également. Les agriculteurs ne sont pas d'accord. Les écologistes disent, et ils ont raison, 50% des terres sont maintenant cultivées directement par la domestication de la nature. La terre n'est pas dans son état sauvage. Ces terres sont domestiquées par les agriculteurs pour fabriquer des produits agricoles. Donc, êtes-vous d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, personnellement, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça a un effet de serre. J'y reviendrai. Prélèvement d'eau douce. C'est un problème, l'eau douce, et c'est surtout l'agriculture qui en consomme beaucoup pour la culture. D'une manière générale, des produits alimentaires, végétaux, animaliers, etc., que nous consommons. 70% de l'eau douce. Les écologistes ne sont pas d'accord pour cela. Nous avons également l'effet d'eutrophisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais sachez que c'est surtout, encore une fois, l'agriculture qui en est responsable à presque 80%. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un ami va l'expliquer mieux que moi. Attendez que je l'appelle. Albert, est-ce que tu veux bien expliquer eutrophisation à mes étudiants? En français, bien évidemment. L'eutrophisation? Je vous l'explique. L'eutrophisation, c'est comme quand tu donnes trop de bouffe à tes plantes dans ton jardin, mais cette fois, c'est dans l'eau. Les humains balancent trop de trucs nutritifs dans les lacs, les rivières et même l'océan. Ça peut être des engrais de l'agriculture, des produits chimiques des usines ou même juste des trucs dans les eaux usées. Alors, quand il y a trop de ces nutriments dans l'eau, les algues, elles pètent un câble. Elles poussent super vite, comme si elles avaient des stéroïdes ou quelque chose du genre. Mais le problème, c'est que ça crée une sorte de tapis d'algues à la surface de l'eau, et ça bloque la lumière du soleil qui rentre. Donc, en dessous, les plantes et les poissons manquent de soleil. Et là, ça devient vraiment moche. Les algues mortes tombent au fond de l'eau et commencent à se décomposer. Mais quand elles se décomposent, elles bouffent tout l'oxygène dans l'eau. Donc, les poissons et les autres bestioles aquatiques, ils sont comme goélands. Et là, tu te retrouves avec un lac ou une rivière complètement foireux. Tout ça à cause de l'eutrophisation. Pas cool, non? Vous avez tout compris. Il explique terriblement bien. Et c'est encore, on dirait que c'est l'agriculture qui en est responsable. Vous avez la biodiversité des mammifères. Ça presque, je dirais pas 100%, mais 95%, c'est beaucoup. C'est le bétail
qui a été élevé par l'être humain. Vous savez, parfois on dit que c'est cruel d'abattre ces animaux. Je suis très sensible également, mais sachez que ces animaux, au moins une bonne partie de ces animaux, un grand nombre de ces animaux n'auraient pas existé sans l'élevage. Mais c'est vrai que lorsque vous les élevez, ça a un impact énorme sur l'agriculture. Pareil pour les oiseaux. La diversité des oiseaux, c'est surtout la volaille qui est élevée par les humains d'une manière générale. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela? C'est que si l'agriculture, agribusiness, a un impact sur l'effet de serre, sur le réchauffement, sur l'écosystème, c'est pas par le plaisir de déplaire. Ça nous donne beaucoup de bonheur, ça nous donne de quoi lutter contre la pauvreté. Je vous signale que la viande rouge et la viande en général en France c'était un produit de luxe. Même, je dirais, pas aller très loin, demander à vos grands-parents. C'est avec l'agribusiness que nous avons pu baisser le coût de la nourriture, tout simplement. Je vais vous dire encore une chose. Un ouvrier aujourd'hui mange mieux que certains seigneurs au Moyen-Âge. Et bien maintenant, on ne va pas cracher dans la soupe. On n'oublie pas que l'environnement a un problème et il faudrait résoudre ce problème. Bien évidemment, j'y reviendrai bientôt. Là, ici, je vous laisse regarder, je l'ai expliqué largement, mais surtout pour les animaux, les bétails, etc., vous avez une explication encore plus illustrante. Là, ici, par exemple, le bœuf, si vous aimez le hamburger, moi personnellement j'aime bien le hamburger, mais j'en abuse pas du tout, pas forcément à cause de l'écologie, parce que c'est pas comme ça que je pose le problème, mais pour la santé. Mais j'aime bien le hamburger, donc vous voyez, ça part dans l'empreinte écologique. L'empreinte, c'est la création du CO2. Plus scientifiquement, carbone dioxyde. Dioxyde de carbone, plus précisément. Alors, regardez un petit peu la liste. Ça serait par bon de les expliquer, ces aliments, les uns après les autres. OK. Là, ici, donc, j'ai vraiment la conscience malheureuse parce que j'adore le fromage. J'aime beaucoup. C'est franchement, je peux manger, surtout en France, je peux manger chaque jour peu du fromage et tous les jours de la semaine que du fromage. J'adore ça. C'est pas bon pour la santé, je le sais, je fais extrêmement attention. Donc, sachez que ces aliments que vous avez sous les yeux, le fromage surtout, que j'adore, vous voyez, c'est l'eau douce que ces produits que nous adorons, c'est la quantité d'eau douce que ces aliments consomment d'une manière générale. Donc c'est pour ça que parfois il y a des écologistes qui disent arrêtons la fabrication de ces produits-là parce que à cause des effets qu'ils ont sur cela. Alors, fermons le chapitre de l'alimentation, ouvrons le chapitre qui concerne beaucoup plus notre cours, c'est les technologies digitales. Vous savez que l'Internet pollue plus que les avions. Non, vous ne saviez pas. Donc, lorsque vous cherchez sur Internet, ça produit du CO2. Lorsque vous mettez quelque chose sur une clé USB et vous l'utilisez de nouveau, ça consomme de l'énergie et ça crée du CO2.
les courriels, les emails. Tout ça, je vous laisse regarder. Franchement, voulez-vous arrêter Internet et les technologies digitales pour arrêter l'empreinte sur la nature et l'écosystème? Moi non, franchement. Mais ce qui ne va pas dire, je dirais, je m'en fous de la nature. Parce qu'il y a également la solution de la transformation verte. Regardez bien. Nous sommes bien d'accord. Il y a une surcharge écologique et il y a la carbonisation. Et ces deux-là ont des retombées néfastes, je dis bien néfastes, sur l'écosystème que nous n'aimons pas. Nous avons vu par exemple diminution de la biodiversité par le fait d'augmenter les espèces que nous utilisons, comme le bétail, comme la volaille, etc. Et ça crée également des effets néfastes d'une manière générale. Donc nous sommes bien d'accord. Il y a des risques accrus pour la santé, pour la sécurité alimentaire, pour l'environnement, pour l'écosystème, etc. Nous sommes bien d'accord. Mais il y a deux types de solutions. Solution des écologistes dure, en disant qu'arrêtons tout, même ils vont verser je ne sais quoi sur les tableaux les plus artistiques du monde. Et il y a une autre solution qui dit non, nous continuons de transformer, de domestiquer la nature, parce que c'est ça qui assure le développement humain, mais une transformation verte. C'est ce que nous utiliserons à voir dans le chapitre suivant. Le chapitre qui s'appelle « La vision de la transformation verte ». De quoi ça parle? Très bien. Je vous ai montré tous ces problèmes-là. C'est pour vous montrer que j'en suis conscient. Je sais très bien que ces problèmes existent avec ces impacts négatifs sur l'environnement lorsqu'on soutient les activités économiques. Mais face à ces problèmes, face à l'empreinte négative des technologies productives, il y a deux solutions. Ou bien freiner l'activité productive, ou bien soutenir justement les technologies qui sont vertes et qui permettent le développement, la baisse de la pauvreté, la baisse de la maladie, l'augmentation du bien-être, mais avec une autre manière de fabriquer, pas pour remplacer les technologies, mais pour soutenir la technologie verte. Si on va vers freiner l'activité productive pour sauver l'environnement, quels seront les résultats? Certainement la pauvreté, parce que les coûts augmentent énormément. L'espérance de vie, parce que vous allez voir tout à l'heure, parce qu'il faudrait arrêter les médicaments, la fabrication des médicaments. Certains écologistes, par ailleurs, recommandent cela. Nous avons l'escalade des maladies, parce que c'est la production des médicaments qui arrête les maladies, baisse de l'alphabétisation, bien évidemment, surtout maintenant, parce que nous avons ce que dans notre jargon nous appelons EdTech, c'est-à-dire Education Technology, les technologies de l'éducation. Ça, il faudrait arrêter cela. Et c'est l'inégalité et l'exclusion qui vont se développer énormément, parce que plus les coûts augmentent, plus profiter des services de santé, de l'alimentation, de l'éducation serait l'apanage des riches. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Par contre, ce qu'il faudrait considérer, c'est soutenir l'innovation verte.
Non, nous allons continuer, comme nous avons commencé depuis la révolution industrielle, comme l'industrialisation, depuis l'âge des Lumières, depuis la modernité. Mais maintenant, nous avons l'expérience, nous tirons des leçons de ce que nous avons fait et nous essayons d'avoir une croissance pour le bien-être, ce qui est le projet de la modernité, mais avec une espérance de vie prolongée. Et nous avons maintenant tiré des leçons de cette expérience, nous utiliserons d'une manière optimale les ressources et nous aurons des innovations des technologies vertes. Je vais vous donner des exemples. Vous allez comprendre. Regardez ça. Voilà, regardez bien ces technologies émergentes en 2023, parce que les technologies émergentes en 2024, je les ai réservées pour plus loin pour vous. C'est un rapport extrêmement important, extrêmement réputé dans le monde, c'est MIT, qui publie tous les ans les technologies émergentes les plus importantes. Moi, je vous laisse juger. Est-ce que vous seriez d'accord pour arrêter ces technologies qui sont à la fois optimales pour un maximum de productivité, tout en faisant attention à l'environnement, à l'écosystème? Allez, jugez vous-même. On va vraiment étudier toutes ces technologies. CRISPR pour un cholestérol sain. CRISPR n'est plus seulement pour les maladies rares. Maintenant, les médecins l'utilisent aussi pour traiter le cholestérol faux, ce qui pourrait changer la donne pour la santé globale. L'art des ordinateurs. Imaginez des ordinateurs qui créent de l'art juste en lisant des descriptions. Ça pourrait aider à sensibiliser les gens aux enjeux environnementaux. Plus accessible à tous. Avec la norme RISC-V, tout le monde peut créer sa propre puce électronique. Ça pourrait encourager l'innovation et rendre la technologie plus durable et accessible. Les drones, un nouvel allié pour l'environnement. Les drones bon marché ne sont pas seulement amusants, ils changent aussi la donne dans la surveillance environnementale et la protection des écosystèmes fragiles. Avortement en ligne, une avancée pour les droits et l'environnement. La possibilité de faire un avortement à domicile en toute sécurité grâce à la télémédecine pourrait améliorer l'accès aux soins de santé tout en réduisant l'empreinte carbone associée aux déplacements médicaux. Organes personnalisés pour un avenir plus durable. L'impression 3D d'organes à partir de cellules du patient pourrait révolutionner la médecine régénérative et réduire la dépendance aux transplantations d'organes. Voitures électriques pour une planète plus propre. L'adoption croissante des voitures électriques contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les impacts environnementaux liés aux combustibles fossiles. Explorer l'univers pour mieux comprendre notre planète. Les télescopes spatiaux comme James Webb nous aident à comprendre notre place dans l'univers et à apprécier la fragilité de notre propre planète. Retracer notre histoire grâce à l'ADN ancien. L'analyse de l'ADN ancien nous permet de mieux comprendre notre passé et d'apprécier la diversité et la résilience des sociétés humaines à travers le temps. Recycler les piles pour préserver l'environnement. Le recyclage des piles est essentiel pour réduire les déchets toxiques et préserver les ressources naturelles, contribuant ainsi à un avenir plus propre et durable. Donc, vous voyez bien, la technologie n'est pas le problème. La technologie fait partie de la solution à l'empreinte négative des activités productives qui nous ont tant donné. Le même rapport de MIT en 2023 donne également une 11e technologie émergente, c'est les aéroplanes
qui fonctionnent avec l'hydrogène. Donc, vous voyez, c'est la technologie qui apporte à la fois le bien-être auquel nous sommes maintenant habitués ou nous réclamons, et puis en même temps des technologies qui nous apportent ça tout en étant très respectueuses de l'environnement. Pour le transport également. Le transport, regardez, qui consommait l'énergie qui n'était pas renouvelable. Fallait arrêter le transport parce que l'énergie elle n'était pas renouvelable et c'était une atteinte à la fois à l'effet de serre et également aux ressources naturelles, où il fallait continuer. Donc on a trouvé les énergies propres, renouvelables. Vous avez le vent, vous avez le solaire, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec les technologies digitales, non seulement nous avons le transport propre, mais nous avons beaucoup moins d'activités inutiles, gaspillées, parce que l'intelligence artificielle peut très bien organiser pour éviter les embouteillages, pour trouver la consommation optimale de chaque type d'énergie, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, à la différence de certains écologiques, pour moi, la technologie n'est pas le problème, la technologie est la grande partie de la solution, si elle n'est pas la solution. Je vais vous montrer également une autre courbe que j'aime beaucoup. C'est la courbe de Kuznets, qui est un économiste. Qui a trouvé quoi? Qui a trouvé que lorsque vous procédez aux activités économiques pour augmenter la production et pour augmenter le revenu par tête et bien le bien-être par tête, bien évidemment, il y a la pollution qui augmente. Mais au bout d'un moment, c'est le pic de la pollution. C'est environ lorsque chaque habitant commence à avoir 4 000, 5 000 par an. À partir de ce moment-là, eh ben, la pollution baisse. Pas la production peut augmenter, continuer, mais la pollution baisse à partir de ce moment-là. Est-ce vrai? On dirait que oui. Si vous regardez, je vous laisse regarder, bien évidemment, ne regardez pas que ça ne vous trompe pas. C'est vrai que l'électricité et chaleur, ça augmente toujours, mais ça augmente toujours parce que nous en produisons beaucoup. Mais lorsque proportionnellement vous considérez, ça baisse. Et c'est-à-dire que nous, même pour l'agriculture que nous avons tout à l'heure étudié énormément, avec ces technologies, avec nos expériences, nous sommes quand même des gens raisonnables et de raison. Nous en avons tiré des leçons et nous pouvons fabriquer, par exemple dans le secteur agricole, autant, sinon plus, tout en baissant le gaspillage énergétique, ce qui est néfaste pour l'environnement et l'univers. Je vous laisse regarder, vous en êtes juge. Regardez par exemple pour ce qui vraiment baisse, mais c'est les activités qui ne baissent pas. Ça encore, ce que je viens de vous dire, vous pouvez voir ici. Vous voyez, regardez, ça c'est des combustibles fusibles. Combien consomme-t-on? Et pour chaque capita, en d'autres termes, lorsqu'on divise par nombre d'habitants, en moyenne par habitant, donc c'est une statistique, combien émissions CO2 par tête. Donc vous voyez, lorsque les pays se développent, ça baisse. Donc vous voyez, l'Union européenne et les États-Unis. Bien évidemment, pour la Chine même, ça baisse au bout d'un moment. Et encore que c'est, allez voir, allez essayer de dire aux Chinois,
aux Indiens, pour l'environnement, ne nourrissez pas, ne chauffez pas, ne donnez pas l'eau douce à vos citoyens. Je dirais bon courage. Donc voilà, allons vers cela. Le concept vert, maintenant vous allez comprendre parce que je vous ai donné tant d'exemples. Le concept vert, c'est de dire améliorer la qualité de vie de nous-mêmes, de nos enfants, par le fait de produire comme nous avons pris l'habitude de produire, mais optimiser tout plus que maximiser. Donc vous voyez, nous pouvons avoir autant de bonheur, même plus, autant de bien-être, même plus, en optimisant l'utilisation des ressources que nous avons à notre disposition. Et qu'est-ce qui peut faire ça mieux que la technologie pour optimiser? Surtout la technologie intelligente, surtout l'intelligence artificielle, qui peut énormément nous aider pour cela. Les technologies vertes, c'est ça. Les technologies vertes sont optimisées. L'intelligence artificielle optimise l'utilisation des ressources, des matériaux, la consommation, etc. Vous savez, le concept vert et les technologies vertes, maintenant, vous connaissez. Maintenant, distinguer deux choses, mais les deux choses sont importantes pour optimiser. Déjà, quelque chose qui est vert, qui est respectueux de l'environnement, par le fait d'être une technologie qui contribue à la protection de l'environnement. On appelle ça Green by Technology. Il y a d'autres technologies qui sont respectueuses forcément, qui sont inventées pour soutenir la protection de l'environnement ou pas, mais en tout cas, ces technologies sont fabriquées avec des matériaux qui sont très respectueux de l'environnement. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de cette technologie verte et de ce concept vert, c'est à la fois dans toutes les technologies, qu'elles soient pour soutenir la protection de l'environnement ou pas, on utilise l'optimisation, l'intelligence artificielle pour consommer un minimum de ressources d'énergie, etc., avec des matériaux recyclables dans la nature et respectueux de la nature. Et également, on fabrique des technologies qui sont complètement pour la nature, pour soutenir la nature d'une manière générale. Donc, j'espère que tout ça était bien clair pour vous. Nous allons voir maintenant le troisième chapitre théorique de ce thème, j'espère passionnant pour vous, et le chapitre est intitulé « Lois et éthique de la transformation verte ». Sachez que déjà, il y a des lois, des règles et des réglementations à l'échelle internationale. Les pays se sont mis, ça fait maintenant depuis une cinquantaine d'années au moins, à se mettre d'accord sur des règles et des lois internationales pour la protection de la nature. Si vous ne voyez pas dans toutes ces lois qui ont quand même contribué à la protection de la nature, de l'environnement, mais si vous ne voyez pas de grand succès, la raison en est ce que je vous ai expliqué déjà, c'est-à-dire il est extrêmement difficile de convaincre l'être humain d'une manière générale et surtout l'être humain dans un pays pauvre de se défaire de la production et de la productivité industrielle pour protéger la nature. C'est anti-humain, c'est contre la nature humaine. L'être humain a déjà depuis des milliers d'années a commencé à domestiquer la nature
pour faire du progrès, pour répondre à ces besoins. Toutefois, là maintenant, les 17 règles des Nations Unies, il faudrait que vous ayez une idée claire de ces idées, sont largement estimées, je ne dirais pas pratiquées forcément, mais largement estimées dans le monde entier, parce que ces règles ne sont pas idéologiques. Ces règles essaient de résoudre le problème d'une manière générale, sociale et économique également. C'est-à-dire, lorsqu'on dit no poverty, on sait très bien que si on ne produit pas, on ne peut pas respecter la première règle qui est zéro pauvreté. Et donc, c'est pour ça que cette charte que l'Organisation des Nations Unies a publiée a été largement accueillie bien positivement par plusieurs organisations dans le monde. Vous voyez, par exemple, il y a des points qui concernent la transformation verte un petit peu plus, et parmi les technologies que nous avons vues, il y en a beaucoup qui répondent à ces objectifs de l'Organisation des Nations Unies. Et par ailleurs, pour votre projet collectif que vous allez découvrir sous peu, vous pouvez chercher des technologies qui correspondent à l'eau douce, à l'énergie solaire et puis à la durabilité des matériaux qu'on utilise dans la construction. Lorsque je dis la durabilité, c'est-à-dire l'aspect écologique, respectueux de l'écologie, de l'environnement. D'accord, donc je vous laisse les découvrir. Vous pouvez trouver d'autres technologies pour répondre à ces objectifs. Et ça serait extrêmement intéressant. Donc j'aurais pu mettre ce slide également après votre projet collectif. Mais essayez de vous en souvenir et revenir sur ce slide. À part des lois qui sont imposées par des institutions, il y a également l'éthique, qui est la responsabilité individuelle. À la prochaine séance, nous aurons un cours là-dessus, l'éthique de la transformation digitale verte. Quelle est la différence entre le droit et l'éthique? Le droit est imposé, si vous voulez, à vous, et si vous ne le respectez pas, vous serez puni. Vous traversez le feu rouge, vous serez puni, ne serait-ce que par une contravention. Alors que l'éthique est personnelle. L'éthique est les principes de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est mal, de ce qui est bien pour vous. Ce qui est très important pour la technologie verte, c'est également la responsabilité personnelle que vous en avez. Je vais vous donner un exemple, parce que pour cette éthique, il faudrait respecter plusieurs choses. Nous aimons tous, je ne sais pas si vous aimez autant que moi les technologies digitales et surtout l'ordinateur, tout ce que nous utilisons, moi je ne peux pas m'en passer. Il y a une responsabilité éthique individuelle. Il n'y a pas un droit, un agent du droit derrière vous pour contrôler si vous respectez ou pas, mais si vous respectez, vous répondez, vous contribuez grandement à la protection de la nature. Je ne vais pas les lire, il y en a 15 règles, je ne vais pas les lire, ça serait fastidieux pour vous, mais je vais les passer doucement et vous allez les découvrir. Ça va vous étonner parfois. Ça vous aide à protéger la nature, l'environnement.
Il en reste encore 3. Moi, le point 13, j'en fais assez souvent. 14 également. J'essaie, une fois que je les ai découverts, appris, j'essaie de les respecter. Ce qui relève de votre éthique personnelle, ce n'est pas seulement respecter certaines règles, comme je viens de les partager avec vous, mais également de vous défaire des mythes imposés par l'idéologie écologiste, parce que je vois une différence entre l'écologie, qui est importante pour nous tous, pour tous citoyens responsables, et l'écologisme qui est devenu une idéologie. Regardez par exemple, dans cette idéologie écologiste, vous avez manger local, comme si c'est la solution à l'empreinte négative sur l'environnement, la nature, l'atmosphère. Or, c'est un mythe. Regardez bien. Vous connaissez bien manger local. Ce slogan, vous connaissez. Par exemple, les Américains, les anglophones disent the 100-mile diet. C'est-à-dire que je mange dans un rayonnement de 100 miles qui fait 130, 140 km. D'accord, très bien. Mais regardez bien que c'est un mythe. Déjà, nous avons vu des slides sur le secteur alimentaire. Nous l'avons étudié ensemble. Ce que nous mangeons a plus d'impact sur l'environnement que son origine. D'accord? C'est-à-dire, c'est la production qui a une empreinte beaucoup plus que la distance parcourue. Les transports, après tout, ne représentent que 5% des émissions mondiales liées à l'alimentation. 5%. 95% surtout, c'est la production, mais nous avons eu des slides à ce propos, rappelez-vous. Les sols et les activités agricoles représentent une part beaucoup plus importante encore. C'était donc les terres utilisées que nous avons étudiées ensemble. D'une manière générale, la production émet plus de gaz que la distance à parcourir. Donc voilà ce qui est très important à savoir. Donc l'éthique, c'est à la fois ce que vous devez respecter et ce que vous devrez faire et également ce que vous devrez vous en défaire parce que c'est un mythe. Nous sommes arrivés à l'auto-évaluation. Cette auto-évaluation nous donne le visa ou pas pour aller à la préparation intelligente de la préparation du projet collectif. Regardez bien et vous allez me dire si vous avez bien compris les concepts et les théories indispensables, fondamentaux pour la préparation du projet collectif. J'espère que l'auto-évaluation vous satisfait, sinon passez-moi voir. Considérons que l'auto-évaluation vous permet de passer à la préparation du projet collectif. Nous y sommes. Voilà ce que j'attendrai de vous pour la préparation de cette partie et de votre projet collectif et de la présentation orale collective finale. Chaque équipe choisit une technologie digitale respectueuse dans l'environnement. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Je vais vous en donner après sur les slides également beaucoup d'exemples. C'est à vous de définir, c'est-à-dire que le nom d'une technologie ne peut pas forcément promouvoir, mettre en relief le respect de l'environnement. Mais vous devez présenter dans votre présentation pourquoi cette technologie est beaucoup plus respectueuse de l'environnement que la technologie qui a été remplacée par la technologie considérée. Après,
l'équipe explique la technologie digitale verte choisie. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, vous dites ou bien c'est la prétention de la technologie selon telle ou telle source, ou notre comparaison nous permet d'en déduire que. L'équipe explique l'utilité et la performance de la technologie digitale verte choisie dans un secteur d'activité économique ou dans une entreprise particulière. Je vous recommande fortement, encore que je ne vais pas vous pénaliser si vous n'écoutez pas mon conseil, mais je vous recommande fortement de ne pas oublier votre fil conducteur. Donc, d'accord, c'est l'avant-dernier chapitre et ça serait bien que le fil conducteur ne soit pas rompu. Les slides suivants vont vous donner beaucoup de bons exemples pour ces technologies vertes. Vous pouvez prendre ces technologies ou des technologies semblables, éventuellement compatibles, je veux dire, comme smartphone Samsung ou smartphone Apple, quoi. Donc, d'accord. Mais ça serait bien, chers amis, que c'est des films que vous avez ici, extrêmement intéressants. Si il y a une fois que vous choisissez les technologies qui pourraient vous intéresser, je vous recommande fortement de visionner les films, même pour votre culture générale. Pour ce cours, ça serait intéressant de visionner tous ces films. Ça vous donne vraiment une culture générale formidable. Là, ici, par exemple, cette technologie pour le dessalement par l'énergie solaire, l'architecture verte, c'est extrêmement intéressant. J'ai vu des expériences pionnières en Italie. J'y étais pour une conférence et ça m'a beaucoup amusé dans le bon sens du terme. Vous avez également l'agriculture verticale pour utiliser moins de terre. Donc, voyez, ça c'est franchement, on peut procéder au progrès civilisationnel sans arrêter la production. Nous avons des idées, hein, d'accord? Donc, l'agriculture verticale pour utiliser moins de terre. Et vous avez l'énergie éolienne extrêmement intéressante. Là, ici, vous avez d'autres types de technologies qui véhiculent à la fois le progrès et le respect de l'environnement. Vous avez des véhicules, vous en savez quelque chose, c'est extrêmement intéressant, l'emballage, ça va vous amuser énormément, même si vous ne travaillez pas là-dessus, allez voir ce film, pour moi c'était très intéressant. Vous avez même le téléphone durable et vous avez le recyclage des déchets électroniques. Donc, vous voyez, on les ramasse, on retravaille sur ces technologies-là. Il y a également les technologies vertes émergentes que vous avez ici. J'ai beaucoup aimé, c'est très intriguant. Je vous recommande pas, ça dépend de votre projet, mais même si vous ne travaillez pas sur le stockage du carbone sous la terre, découvrez ce film, c'est bon pour votre culture générale, c'est une technologie émergente formidable, c'est très récent. Toutes les technologies que je vous présente sont très récentes, vous n'allez pas me croire, j'ai déjà renouvelé mon cours à partir, par rapport au même cours que j'ai fait au premier semestre, à partir du mois de septembre. Donc ces technologies sont vraiment des technologies très émergentes. Et vous avez énergie nucléaire que certains écologistes dénoncent, à tort, je pense. Lisez bien cela, ça va vous étonner énormément. Chose promise, chose due, nous avons étudié déjà les 10 technologies de pointe émergentes en 2023. Les voilà pour l'année 2024. Je les ai collectées il y a quelques semaines. C'est un rapport assez récent. Vous pouvez éventuellement trouver votre bonheur, la technologie qui vous permet de soutenir à la fois le développement durable et la croissance économique. Donc, mais avant cela,
commençons à comprendre ces technologies-là, à les connaître. Les 10 technologies de pointe en 2024. L'intelligence artificielle pour tout. AI for everything. L'intelligence artificielle est omniprésente dans notre époque. Des centaines de millions de personnes interagissent directement avec des outils génératifs comme ChatGPT, capables de produire du texte, des images, des vidéos, et bien plus à partir de simples instructions. Leur popularité a profondément remodelé l'industrie technologique, faisant d'OpenAI un nom familier et incitant Google, Meta et Microsoft à investir massivement dans cette technologie. Cellules solaires super efficaces. Super efficient solar cells. Les cellules solaires super efficaces sont en cours de déploiement rapide dans le monde entier et jouent un rôle clé dans les efforts mondiaux pour réduire les émissions de carbone. Cependant, la plupart de la lumière solaire qui touche les panneaux actuels n'est pas convertie en électricité. L'ajout d'une couche de minuscules cristaux pourrait rendre les panneaux solaires plus efficaces. Vision Pro d'Apple. Apple Vision Pro. Apple lancera cette année son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro. Sa caractéristique phare est l'écran de plus haute résolution jamais conçu pour un tel appareil. Existera-t-il une application phare ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais la société la plus valorisée au monde a pris un risque audacieux en pariant que la réponse est oui. Médicaments pour la perte de poids. Weight Loss Dru. La montée en puissance de l'obésité à l'échelle mondiale a été qualifiée d'épidémie par l'Organisation mondiale de la santé. Des médicaments comme Mounjaro et Wegovy font désormais partie des outils les plus puissants dont disposent les patients et les médecins pour la traiter. Des preuves suggèrent qu'ils peuvent même protéger contre les crises cardiaques et les AVC. Les systèmes géothermiques améliorés. Les systèmes géothermiques améliorés. En ancêtre Geothermal System. L'énergie géothermique est propre, toujours disponible et pratiquement illimitée. Cependant, en raison de défis techniques, nous n'avons pas encore exploité pleinement son potentiel. De nouvelles techniques de forage, qui creusent plus profondément et dans des endroits où nous ne le pouvions pas auparavant, libèrent davantage de chaleur de la Terre pour produire de l'énergie propre. Shipley. Shipley. Il devient diablement difficile de rendre les transistors plus petits, cette tendance qui définit la loi de Moore et a stimulé les progrès de l'informatique depuis des décennies. Les Shipley sont de petits circuits spécialisés qui peuvent être liés ensemble pour accomplir tout ce qu'un circuit conventionnel fait, et même plus. Le premier traitement de modification génétique. The First Gene Editing Treatment. Pendant des années, de nouveaux traitements basés sur CRISPR ont été développés. Dans les dernières semaines de 2023, un traitement de Vertex est devenu le premier à obtenir l'approbation réglementaire au Royaume-Uni et aux États-Unis pour sa capacité à guérir la drépanocytose, une maladie potentiellement mortelle. Ordinateurs hexaflopiques. Exascal Computer. Les supercalculateurs les plus rapides du monde peuvent désormais effectuer plus d'un hexaflop de calcul, soit un suivi de 18 zéros. De nouvelles machines capables de traiter les données scientifiques à cette vitesse permettront aux scientifiques de réaliser des simulations plus sophistiquées sur le climat, la fission nucléaire, la turbulence, et bien d'autres choses encore. Pompe à chaleur. Heat pump. Les pompes à chaleur sont des appareils électriques qui peuvent à la fois refroidir et chauffer des bâtiments, et leur adoption plus large pourrait réduire considérablement les émissions.
Leur vente a augmenté dans le monde entier. Aux États-Unis, elles ont dépassé les fours à gaz pour la première fois. De nouveaux types de pompes à chaleur fonctionnant à des températures plus élevées pourraient également aider à décarboniser l'industrie. Tueur de tweets. Twitter qui herse. Elon Musk a acheté le site désormais connu sous le nom de X en 2022, et pratiquement rien n'a été pareil depuis. Il a renvoyé la plupart du personnel et abandonné la modération du contenu, ce qui a fait fuir les annonceurs et les utilisateurs. Maintenant, vous connaissez mes musiques préférées. Nous sommes vers la fin, nous sommes à la fin, et j'aime beaucoup cette citation que j'aimerais bien partager avec vous. Cyrano de Bergerac, c'est son père. Jean Rostand était également un grand penseur, un grand poète. La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes. Qu'est-ce que j'aime bien cette citation? Ça nous prépare pour la prochaine séance, le prochain cours sur l'éthique de la transformation digitale. Reposez-vous un petit peu avant la fin de ce module.